Le nouvel esprit public, Philippe Meyer. Bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition du Nouvel Esprit Public, au cours duquel nous allons nous efforcer d'éclairer certains éléments de l'actualité de la semaine écoulée. Nous le ferons avec Jean-Louis Bourlange, député des Hauts-de-Seine, François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, Nicole Niesotto, professeur titulaire de la chaire Union européenne au Conservatoire national des arts et métiers, et Lucille Schmitt, membre du comité de rédaction de la revue Esprit. Je vais d'abord vous rappeler que vous pouvez déjà vous inscrire pour notre prochaine émission en public à l'école alsacienne, le 10 mars. Il suffit pour ça que vous vous rendiez sur notre site et vous n'aurez qu'à suivre les indications. Je vous rappelle aussi que vous pouvez depuis le début de janvier trouver sur notre site une rubrique intitulée Chronique, sous le signet Chronique. Cette rubrique est alimentée et signée de votre serviteur, et cette nouveauté s'ajoute au résumé écrit de nos conversations et de nos badas que vous pouvez trouver sous l'onglet Lisez-nous. Vous pouvez donc nous entendre, mais aussi nous lire, et vous pouvez le faire sous chaque lien avec l'un de nos enregistrements. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1. Cette semaine, il aborde le dossier complexe du glyphosate, question souvent réglée sur les plateaux de télévision par d'étranges montagnes, et qui est dans Le 1 examiné à la lumière d'une documentation sérieuse et réfléchie. Le nouveau trimestriel que lance Le 1, Zadig, une revue qui se propose d'aller voir la France, de la raconter, de la rendre intelligible et donc éventuellement transformable, cette nouvelle revue, ce nouveau projet, a reçu sur le site de financement participatif KissKissBankBank un accueil très enthousiaste, et en apportant votre contribution, vous volerez au secours de la victoire, ce qui est un sentiment fort agréable. C'est d'ailleurs le sentiment qu'éprouvent celles et ceux qui, en s'abonnant à notre podcast, en garantissent la pérennité et l'indépendance, et que nous allons remercier maintenant. Et pour ma part, j'exprime notre reconnaissance à Jean Paillard, à Jérôme Desbouillons, à Damien Petitjean, à Jean Sturm et à Rudy Bancart. Jean-Louis Bourlange. Oui, et bien pour ma part, je remercie Mathieu Soulot, Francis Jean, Éric Nortier, Laurence Lénagan et Stéphane Bonnet. Lucille Schmitt. Alors moi, je remercie Johan Abiven, Michel Delux, Pierre Vattier, Olivier Antor et Gabriel Labouras. François Bujon de l'Étang. J'exprime tous nos remerciements à Lionel Ferreira, Pascal Mathès, Gwenola Bourguine, Thibaut Delépaule et François Molino. Nicole Niesotto. Alors, remerciements à Mick Léonard, Philippe Chaudançon, François Preneau-Guinard, Pierre Saint-Joannis et Hélène Gourdy. Merci à eux et à tous ceux qui vont rejoindre leur cohorte. Nous allons commencer par nous intéresser à la Syrie et au casse-tête de l'après-Daesh. Samedi 16 février, l'alliance arabo-kurde qui mène les combats dans l'est de la Syrie avec le soutien des États-Unis a annoncé sa victoire dans quelques jours sur le groupe djihadiste Daesh. Cette annonce, corroborée par les propos de Donald Trump, a cependant été nuancée par le Pentagone, pour qui il reste des groupes insurgés actifs aussi bien en Syrie dans le désert de la Badia que dans la région irakienne d'Al-Anbar. Mercredi, la voix française de Daesh, Fabien Klein, a été tué dans un bombardement. Dans l'est de la Syrie, le hameau de Baghouz est devenu le théâtre d'une bataille décisive, celle qui doit permettre aux forces démocratiques syriennes et à la coalition internationale menée par Washington de mettre un terme au projet territorial de l'État islamique. Le califat proclamé en juin 2014 à Mossoul devrait donc disparaître. Privé de territoire à administrer, l'État islamique n'en est pour autant pas complètement désossé. Il faut encore compter avec ses membres dispersés par-delà les frontières syriennes et avec un certain nombre de combattants infiltrés dans la population civile, souvent utilisés comme boucliers humains.
Depuis 2014, au moins 40 000 étrangers, dont 1500 Français, auraient rejoint l'État islamique. 800 hommes, 700 femmes et 1500 enfants sont retenus dans des camps par les forces démocratiques syriennes, à dominante kurde, et se pose désormais la question de leur retour au pays. Au Royaume-Uni, la demande de retour de Shamina Begum, une jeune femme partie rejoindre l'État islamique en 2015 alors qu'elle n'avait que 15 ans. Cette demande divise le pays. Elle personnifie le dilemme auquel font face les États européens à propos du retour des djihadistes et de leurs familles. Les États-Unis exhortent l'Europe à rapatrier ses ressortissants détenus en Syrie. Lundi dernier, à l'issue du Conseil européen des affaires étrangères à Bruxelles, la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, a annoncé qu'il n'y aura pas de décision au niveau de l'Union. Un semblant de consensus semble toutefois se dessiner sur la nécessité de rapatrier les enfants en bas âge. D'autres aspects du problème doivent être désormais pris en compte et négociés dans le cadre d'une gestion des risques, l'attitude de pays tiers pour le cas des binationaux, le cas des femmes ou encore des Kurdes. D'abord réticente, la France se dit prête à accueillir environ 130 ressortissants, dont une quarantaine d'ex-combattants. Sur cette question, Nicole Niesotto. Oui, alors la Syrie, c'est vraiment la logique de la guerre sans fin. Et à chaque fois, on a une guerre qui en cache une autre, qui en annonce une autre. On est déjà à 8 années de guerre, 350 000 morts, 4 millions de réfugiés, la moitié de la population syrienne est réfugiée dans la région, aux alentours, et ce n'est pas fini. Je crois que ce qui est important, c'est de comprendre que la chute territoriale de Daesh n'est certainement pas la fin de la guerre en Syrie. Mais pourquoi cette guerre sans fin ? Parce que d'abord, on a 4 guerres superposées. Il y a d'abord la première guerre qui est la guerre civile classique entre le régime autoritaire syrien et au départ en 2011 une revendication plutôt démocratique d'une partie de la société syrienne. Cette guerre, elle est terminée et elle s'est achevée sur la victoire incontestable de Bachar el-Assad. L'opposition démocratique a été laminée, emprisonnée, détruite. Les armées syriennes ont récupéré aujourd'hui 65% du territoire syrien. Donc ça, c'est la première guerre. Elle est finie, à mon sens, et Bachar el-Assad est le grand vainqueur. La deuxième guerre, c'est la guerre des Occidentaux contre le terrorisme. Celle-là, elle commence en 2013, à partir du moment où Daesh devient une menace territoriale, non seulement pour la Syrie, mais pour les Occidentaux. Et elle se termine, en tout cas une partie de cette guerre se termine aujourd'hui par effectivement la victoire des Occidentaux. Daesh a perdu, Daesh avait un territoire grand comme la Grande-Bretagne, il a aujourd'hui un demi-kilomètre carré, donc on a la fin de cette première étape territoriale. L'État islamique n'est plus une puissance territoriale, mais est-ce que c'est pour autant la disparition du terrorisme ? Certainement pas. On compte aujourd'hui à peu près 18 000 combattants qui se revendiquent de l'État islamique, et puis il y a tous les autres, Al-Nasra, Al-Qaïda, etc., mais j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, ce qui est terminé, c'est la possession d'un territoire par le groupe de l'État islamique, mais certainement pas son existence et sa recomposition. On avait une troisième guerre qui était la guerre classique, une guerre d'influence américano-russe, qui était dans la logique de la guerre froide, c'est-à-dire on se fait la guerre par satellite interposé. Celle-ci, elle a commencé en 2015 quand les Russes se sont ont dépêché leur aviation pour soutenir Bachar el-Assad en Syrie. C'est une victoire totale de l'armée russe et de la diplomatie russe. Ils ont rétabli Bachar el-Assad dans son pouvoir. Ils tiennent les clés du règlement diplomatique de la crise syrienne. Alors cette guerre, elle n'est pas finie, mais elle est en train peut-être de se finir par l'annonce du retrait américain, l'annonce imprévue par Donald Trump du retrait des troupes américaines de Syrie, ce qui laisserait la Russie comme véritablement le seul grande puissance clé de l'avenir de ce pays. Et enfin, dernière guerre, disons celle-ci, elle est finie par retrait d'un des combattants, si je puis dire. Et la dernière guerre, c'est la guerre régionale, avec 2 axes, Israël, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis d'un côté, et Iran, Turquie, Syrie de l'autre, et qui regroupe un conflit classique entre chiites et sunnites. Alors, si on fait le bilan de toutes ces guerres, on a 3 vainqueurs, 3 vaincus. Les vainqueurs sont l'Iran, la Russie et le régime syrien, Bachar el-Assad. Les vaincus sont la démocratie, le terrorisme de Daesh et les Kurdes. Et c'est mon deuxième point. Déjà, il y avait 4 guerres en Syrie, mais ces guerres peuvent en cacher d'autres.
toujours une guerre pour en cacher une autre. Et depuis la chute de l'État islamique, la victoire de Bachar el-Assad, on a un déplacement très clair des enjeux, et je vois 2 autres guerres qui se profilent en Syrie et autour. La première guerre, c'est évidemment la guerre que j'appelle la guerre des Kurdes, ou la question kurde en tout cas, qui est une vieille question séculaire, mais qui se retrouve, alors qui ont été armés par les Américains pour lutter contre Daesh, et ça fait penser d'ailleurs à un exemple simultané en Afghanistan. Les Américains armaient les talibans pour lutter contre l'Union soviétique. Il faut espérer que les Kurdes ne soient pas les talibans du 22e siècle. Mais en tout cas, ils ont été armés par les Américains pour lutter contre Daesh. Ils ont fait le boulot, ils se sont battus, ils ont payé le prix du sang, et au dernier moment, les Américains les abandonnent, ce qui a valu donc la démission du secrétaire d'État américain à la Défense en décembre, mais Donald Trump veut vraiment quitter le territoire syrien, et je crois que même s'il reste 200 soldats, le retrait sera fait à l'été. Et donc, on a des Kurdes qui sont les dindons de la farce, si je puis dire, si tant est qu'on puisse appeler ça une farce, et qui donc se retournent vers les Européens avec un chantage tout à fait logique, et il leur dit « aidez-nous, sinon on relâche les 800 djihadistes que l'on détient dans les camps, puisque c'est les Kurdes qui, à la demande des Américains, détiennent les camps de ces djihadistes. » Et donc les Européens sont dans une situation difficile. Moi, je suis personnellement contre le retour de tous ces djihadistes dans quelques pays européens que ce soit. Je pense qu'il faut les laisser là-bas, et si la guerre se continue, on peut espérer qu'elle ne les épargne pas. Mais en tout cas, donc, il y a cette menace kurde aujourd'hui à l'égard des Européens, qui, évidemment, pour citer une phrase célèbre de Chesson autrefois, ne peuvent rien faire, et donc sont dans l'obligation de rapatrier des dirigeants, enfin des dirigeants de l'État islamique qui seront d'une menace, ou alors ils vont se retourner vers, si les Européens ne sont pas là, la seule stratégie des Kurdes, c'est de s'allier à Moscou, et peut-être à Damas, en essayant de renégocier avec Bachar el-Assad un statut spécial. Et donc, on est dans une situation d'une prochaine guerre qui se prépare, dans laquelle les Kurdes seront des acteurs. Et la deuxième guerre qui se prépare, et celle-là, on la voit venir depuis longtemps, c'est une constante de Donald Trump, c'est la guerre contre l'Iran. Il a une stratégie très cohérente sur cette question, parce que je crois que Donald Trump veut faire oublier l'intervention américaine de 2003 qui a créé la puissance iranienne. Il y a une espèce d'acte de contrition stratégique qui fait qu'il faut détruire l'Iran. Donc, il s'est retiré du traité, il a imposé des sanctions à l'Iran, il impose des sanctions aux entreprises européennes qui négocient avec l'Iran. Il a fait, en février, un sommet à Varsovie pour essayer de ramener avec lui les Européens dans une coalition internationale contre l'Iran. Pour l'instant, cela échoue. Mais pour moi, c'est très clair, la mai 2019, c'est la guerre des États-Unis et d'Israël contre l'Iran. François Bujon de l'Étang. C'est Nicole a bien analysé tout ça, mais c'est une situation qui est quand même assez largement inextricable que celle de la Syrie. Oui, c'est vrai que c'est le point de convergence de toutes les guerres de la région, les 2 principales, en tout cas la guerre contre le terrorisme et la guerre de Bachar contre les forces qui s'opposaient à lui, mais il y a aussi les guerres privées, effectivement, que vous avez mentionnées en passant. Il y a la guerre des Turcs contre les Kurdes du PYD, il y a la guerre d'Israël contre le Hezbollah et les Pasdaran, qui sont très bien installés à proximité du Golan. Il y a toutes sortes de choses. Alors, les 2 principales se terminent, en effet, ou en tout cas s'acheminent vers leur conclusion. Bachar a gagné la guerre civile syrienne, c'est vrai, grâce, bien entendu, à la Russie et à l'Iran. Il ne l'aurait jamais gagné tout seul, il a même été fortement en péril à un certain moment. Et d'un autre côté, la coalition occidentale gagne la guerre contre l'État islamique, disons, contre Daesh. Mais tout ceci laisse autant de problèmes que de problèmes résolus. Car, premièrement, personne ne sait très bien quelle va être l'évolution de la Syrie avec un Bachar renforcé, mais qui n'est internationalement pas reconnu véritablement par une grande partie de la communauté internationale. Il a démontré sa résilience, incontestablement. Il a démontré aussi, au passage, demandez aux Russes,
qu'il n'est pas très manipulable et qu'on ne peut pas en faire ce que l'on veut, même si on lui a sauvé la vie, ce qui est le cas des Russes. Et ce que sera la relation entre Bachar et ses protecteurs russes et iraniens reste largement une inconnue. On ne sait pas du tout ce qui va se passer, on ne sait pas s'il y aura un règlement diplomatique de la crise syrienne ou s'il n'y en aura pas. Tous les processus qui ont été lancés, celui de Genève, celui d'Astana, ont mené pour l'instant à des impasses. Et nous avons là un premier point d'interrogation, je crois, très important. Et puis derrière, il y a tous les problèmes qui se posent pour reconstruire un pays complètement en ruine. Car la Syrie est un pays en ruine. Il y a 860 000 morts, c'est du moins ce qu'on pense, mais il y a près de 2 millions de personnes déplacées, les réfugiés qui sont à l'étranger, au Liban, en Turquie. Et qui va payer pour la reconstruction? Bien entendu, les Russes pensent que ce sera l'Occident. Ça, c'est tout à fait évident. Et moi, ça me paraît moins évident quand même. Nous allons voir comment tout ceci va s'amorcer. Mais c'est pour ça que cette guerre qui s'achemine vers sa conclusion laisse quand même énormément de problèmes non résolus. Quant à la guerre contre l'État islamique, contre Daesh, c'est vrai, l'assise territoriale de Daesh disparaît, mais les combattants se disséminent dans la nature, il en reste énormément, en Irak, en Syrie, dans tout le Moyen-Orient, et c'est cette espèce de diaspora, si je peux utiliser ce mot, terroriste au Moyen-Orient, qui va poser un problème. Alors, là encore, il y a des dialectiques extrêmement complexes entre les différentes organisations terroristes pour savoir qui va assurer le leadership de cette espèce de guérilla qui risque de se prolonger dans les années qui viennent. Al-Qaïda redresse la tête au moment où Daesh, ayant perdu le califat et l'assise territoriale, semble au contraire sur le déclin. Mais Al-Qaïda et ses filiales, parce qu'il faut bien les appeler comme ça, montrent au contraire, là encore, une grande dynamique. Et là encore, nous ne pouvons que nous interroger sur ce qui va se passer. Le retour des prisonniers, oui, c'est un vrai problème, effectivement. Les Kurdes souhaitent s'en débarrasser, ils l'utilisent aussi comme argument. Et les Européens ont des attitudes assez différentes les uns des autres, finalement. Les Britanniques pratiquent la déchéance de nationalité. Nous envisageons de la judiciarisation, pour utiliser le mot de Madame Nicole Belloubet, du traitement du retour des réfugiés. Les Allemands sont terriblement hésitants. Ils ont beaucoup de combattants aussi sur place. Les Suédois. C'est un problème qui est, je crois, extraordinairement difficile. Et puis, il reste le problème des Kurdes. Alors, vous avez raison, Nicole, le problème des Kurdes, c'est un problème qui existe depuis la Première Guerre mondiale. C'est quand même un cas extraordinaire d'une nation sans État, dispersée sur 4 États du Moyen-Orient, et qui tous sont en conflit avec l'ethnie ou la faction principale dans leur pays qui détient le pouvoir. Alors, les Kurdes sont abandonnés, j'allais dire en race campagne, il n'y a pas beaucoup de race campagne, mais je devrais dire en ras désert, par les Américains dans cette affaire. Et il faut quand même s'interroger sur les Américains. Vous dites, Nicole, vous êtes bien indulgente, que M. Trump a une stratégie très claire. Moi, je ne vois pas beaucoup de stratégie chez M. Trump, en l'occurrence. Obama en avait une. Obama voulait se retirer de Syrie, voulait se retirer d'Irak, mais parce que c'était au service d'une stratégie dans laquelle il voyait un pivot vers l'Asie-Pacifique, où pour lui, les principaux intérêts vitaux américains étaient engagés alors qu'ils ne l'étaient pas au Moyen-Orient. Chez Trump, dont je continue de dire qu'il a une conduite de boutiquier beaucoup plus que de stratège, il s'agit essentiellement de faire l'économie d'un déploiement militaire qu'il trouve coûteux et inutile. Il bascule lui sur l'Iran. Il y a une obsession iranienne qui, pour l'instant, je crois, résume à peu près la politique américaine au Moyen-Orient. Mais M. Le Drian l'a fort bien dit d'ailleurs à la conférence pour la sécurité de Munich, il y a une contradiction inhérente entre retirer les troupes de Syrie et donc laisser le champ libre aux Iraniens et vouloir se focaliser dans la lutte contre l'Iran. Ça n'a aucun sens. C'est une contradiction dans les termes qui est complète. Alors, cette obsession iranienne, c'est une obsession plus qu'une stratégie. Mike Pence, le vice-président des États-Unis, est venu à la conférence pour la sécurité de Munich. Il y a fait d'ailleurs une contre-performance mémorable. C'est l'avis de tous les gens qui y assistaient. Ce n'est pas étonnant quand on suit un petit peu ses prestations. Il a invité tout le monde à redoubler les pressions sur Téhéran, à multiplier les sanctions, à étouffer l'économie iranienne. Il a
brandit des sanctions, et on voit bien que l'attitude américaine vis-à-vis de l'Iran se calque sur celle de Netanyahou et du Likoud, finalement. Il s'agit de faire de l'Iran l'ennemi numéro 1, il s'agit de s'efforcer d'étrangler l'économie iranienne pour provoquer des soulèvements en Iran qui viendraient à bout, finalement, du régime des mollahs. C'est cette vieille politique du regime change, le changement de régime, qui avait inspiré George Bush et les néoconservateurs à l'égard de l'Irak et qui motive M. Trump et les Trumpistes contre l'Iran. Mais où tout ceci mène-t-il ? Ce n'est pas clair du tout. Parce que l'Iran, pour le coup, qui vient de célébrer le 40e anniversaire de la révolution islamique, fait preuve, comme M. Bachar el-Assad, de beaucoup de résilience. Et que derrière l'Iran, il y a des gens qui la soutiennent. Il y a la Chine et les Chinois qui continuent de traiter avec l'Iran. Il y a la Russie et les Russes. Et il y a même les Européens qui se cramponnent encore à ce qui reste de la tentative d'accord nucléaire avec l'Iran conclu en juillet 2015. Donc les États-Unis, dans ce domaine, ont du mal à être suivis par le reste de la communauté internationale. Lucille Schmitt. Oui, on sent à travers les interventions de Nicole et François combien c'est à la fois un lieu d'affrontement des puissances et en même temps un imbroglio pour les populations locales. Ça a été dit, il y a les Kurdes, il y a aussi cette question des Yézidis, par exemple, qui a été peu abordée, mais l'ONU a dit que la façon dont Daesh a traité les Yézidis, cette communauté, s'apparente à un génocide. Donc on vit, il faut mesurer ce qu'a pu être pour ces populations locales. Le mélange entre Daesh et la question de la répression, de la torture pratiquée dans les prisons syriennes par Bachar. Donc c'est une zone dans laquelle on dit 360 000 morts, mais il y en a eu sans doute beaucoup plus. Et il y a surtout un traumatisme puissant. Lorsqu'on lit les récits de ce qui est en train de se passer dans ce demi-kilomètre carré, on s'aperçoit qu'il y a des femmes et des enfants qui sortent en disant « j'ai vécu l'enfer ». Des mois et des mois à abandonner ses valises, à se nourrir d'herbes récoltées au bord de la route. C'est ça aussi qui est important. Et je voulais attirer notre attention sur le fait que un colonel français vient d'écrire dans la revue de défense nationale un article très critique sur la stratégie suivie par les États-Unis et leurs alliés. Va-t-il d'ailleurs avoir des sanctions disciplinaires ? Mais c'est quelque chose d'intéressant en critiquant le fait que, parce que nous n'avions pas mis assez de troupes au sol et que nous avions tout misé sur la défense aérienne, enfin l'attaque aérienne, pardon, nous avions quelque part prolongé la guerre, prolongé l'affrontement et aussi fait souffrir énormément les populations civiles. Donc je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut mesurer aussi, c'est-à-dire que le traumatisme syrien est dans sa violence, dans son côté génocidaire, dans la torture, etc., qui dure maintenant, ça a été rappelé par Nicole, depuis 7 ans. Il y a quelque chose qui nous traumatise aussi, nous, comme société. La deuxième chose que je voulais dire, c'était par rapport à la question terroriste. Ça a été très bien rappelé par Nicole et François. Il y a eu des stratégies différentes de la part d'Al-Qaïda et de Daesh. Il y a la question de la territorialisation. Il y avait le choix qui a été fait par Daesh de territorialiser, en fait, de faire un État. Ce qui n'a pas été la stratégie suivie par d'autres groupes qui, aujourd'hui, sont plutôt en situation donc de renouveau ou de recomposition par rapport à Daesh. Et une étude américaine évalue aujourd'hui à 270 000 le nombre de combattants terroristes aujourd'hui dans le monde. Et il y a d'ailleurs une discussion entre chercheurs là-dessus, car comment évaluer le nombre de combattants terroristes, c'est quand même assez compliqué. En revanche, la question du renouvellement et de la capacité à ressusciter des combattants du côté du terrorisme islamiste est quelque chose qui doit nous alerter, parce que s'il y a déterritorialisation, évidemment la menace est moins visible, mais le fait de frapper plus fortement peut être aussi une tentation. Donc ça, c'est quelque chose qui est essentiel, et on voit bien comment du côté à la fois américain et européen, comment est-ce qu'on va réagir par rapport à cette déterritorialisation et la façon dont dans nos propres sociétés nous avons des terroristes en puissance. C'est un point important. Je crois que c'est là-dessus, d'ailleurs, que se focalise le débat sur le fait de faire revenir ou pas les terroristes, les djihadistes français, allemands, suédois, anglais, appelons-les ainsi, qui parce que maintenant ils ont été capturés, qui sont détenus par les forces, notamment par les Kurdes, ça illustre concrètement, ce sont des personnes qui sont là et qui sont françaises. Alors faut-il dire qu'elles ne sont pas françaises ? Faut-il dire qu'elles ne sont pas britanniques ? Le cas de Shalima Begum est un cas effectivement emblématique, comme vous l'avez rappelé, Philippe. Et je crois que ce qui est très intéressant, c'est effectivement le fait qu'il y a une vraie cacophonie européenne, mais qui tient aussi au fait qu'on est dans des situations différentes selon qu'on soit en France ou en Allemagne, par exemple. En Allemagne,
Si on fait revenir aujourd'hui les djihadistes allemands, la vérité, c'est qu'une partie d'entre eux ne pourrait pas être mis en prison. Donc on ne peut pas judiciariser en Allemagne parce qu'il n'y a pas de charge contre eux. Donc la position de l'Allemagne s'explique évidemment, cette ambiguïté, parce qu'il faut trouver des charges de façon à les mettre en prison, à faire un procès et ensuite à les condamner lourdement. En France, ce qu'a dit Madame Belloubet sur la judiciarisation, qui est un terme qui semble un peu barbare et abstrait, c'est grosso modo le fait qu'effectivement, on a les outils juridiques pour faire des procès, condamner lourdement, mais il y a un vrai débat. C'est-à-dire, c'est pas seulement un débat juridique, c'est pas seulement un débat judiciaire, c'est un débat de société. Et évidemment, faire revenir sur le sol français ces djihadistes, qu'est-ce que ça va entraîner comme débat, comme combat politique aussi? Est-ce qu'on est capable de tenir ces procès? Je crois que c'est un vrai sujet. Personnellement, je suis pour cette judiciarisation, contrairement à Nicole, mais j'observe que faire le mode d'emploi et imaginer concrètement comment ça pourrait se dérouler est quelque chose devant lequel nous sommes extrêmement démunis. Et le fait, je terminerai juste en disant une chose, c'est que l'Union européenne, l'Europe aujourd'hui est fort démunie elle-même par rapport à cette situation, alors même que Donald Trump, je suis d'accord avec François, est une sorte de boutiquier qui ne fait que mettre la pression sur ceux qui sont ses alliés en disant on va les libérer, vous allez les avoir, vos djihadistes, c'est comme ça qu'il a dit dans un tweet. À partir de là, comment est-ce que l'Union européenne peut afficher une position d'union et ne pas être seulement en situation de payer la reconstruction syrienne? Il y a un élément de perspective, puisqu'on a arrêté, grâce à une coopération franco-allemande, 3 responsables des tortures, 3 militaires syriens, on les a arrêtés aujourd'hui en Europe, qui étaient responsables de tortures extrêmement graves dans les geôles d'Assad. Que peut-il se passer par rapport à cette arrestation? Est-ce que nous sommes capables de montrer que, pour nous, la transition politique, ce n'est pas seulement le soutien à la Russie et à Assad? Je crois que ça, c'est un point essentiel. Sommes-nous capables d'imaginer une transition un peu plus démocratique en Syrie? Jean-Louis Bourlange. Oui, moi, quand je vous ai écouté tous les trois, et évidemment, il y a à la fois rien à dire et la seule chose qu'on ait envie, c'est de tirer son mouchoir pour pleurer, parce que on ne voit absolument pas comment on peut s'en dégager. Je crois qu'on peut se situer de 2 points de vue, du point de vue du Moyen-Orient lui-même, des acteurs, et puis du point de vue des forces extérieures, c'est-à-dire ce qu'on ose appeler, parce que c'est vraiment une antiphrase, les régulateurs du conflit. Alors sur les acteurs, je suis tout à fait d'accord avec la nomenclature que vous avez dressée les uns et les autres. Ce qui me paraît aussi devoir être dit, c'est que tous les combats, toutes les fractures, toutes les dissensions qui fragmentent et opposent les diverses parties du Moyen-Orient sont très enracinés dans une histoire longue. Hein. Le conflit entre la Turquie et l'Égypte, ça a dominé toute l'histoire diplomatique du 19e siècle. On a failli d'ailleurs en 1840, nous, entrer en guerre pour défendre l'Égypte contre les Anglais qui défendaient la Turquie. Nous avons la querelle entre les 2 types, on n'a pas évoqué beaucoup ça, mais c'est très important, entre les 2 types de sunnisme, un sunnisme intégriste dur et un sunnisme plus libéral, plus adapté, etc., qui se retrouvent dans l'opposition wahhabite, frères, enfin encore les frères. Ça vient du XVIIIe siècle, du développement du wahhabisme à partir du XVIIIe siècle, et ça aussi, ça parcourt tout le XXe siècle. Ça explique notamment l'échec profond de la démarche de Laurence d'Arabie, qui s'appuyait sur des hachémites, c'est-à-dire sur des sunnites raisonnablement corrompus, donc à visage humain, face aux Séoudiens, et les plus intelligents des commentateurs et des observateurs étrangers avaient dit que ce seraient les Séoudiens qui l'emporteraient. Et tous les hachémites ont quitté la scène, sauf le roi de Jordanie. Sur l'Iran, les chiites et les sunnites, là, on plonge dans l'histoire la plus ancienne de l'histoire religieuse. Sur les Kurdes et les Turcs, c'est quand même là aussi une vieille affaire. Je vous rappelle que quand on a fait les croisades, c'était contre les Turcs, et on a eu aussi contre nous des chefs kurdes. Le brillant Saladin était kurde. Donc tout ça est terrifiant, et on a, dernière chose, quelque chose qui date aussi du 19e siècle, qui est la lutte entre les libéraux et les intégristes, qui a été le printemps
printemps arabe. Et je me souviens ce que disait Fillue quand on l'avait invité sur une autre chaîne, mais dans la même émission. Ce qu'avait dit Fillue, il avait dit qu'on ne pouvait pas comprendre la violence répressive des États arabes actuels si on ne la rapportait pas à l'extrême alarme qu'avait provoqué dans ces sociétés une revendication libérale portée par la jeunesse qui était quelque chose de très populaire. Donc, plus l'État d'Israël, on a ajouté depuis la déclaration Balfour, on a donc quelque chose qui est très difficile, qui est la greffe d'un État sioniste, je le dis sans aucune nuance d'appréciation positive ou négative, dans un ensemble qui ne l'a pas accueilli très, très, très favorablement. Et bon, donc tous ces conflits sont là, et à côté de ça, les régulateurs sont totalement inexistants. Les régulateurs, ça a été la Turquie jusqu'en 1918. Bon, elle a quand même assez bien contrôlé, maintenu la paix dans cette. Ensuite, ça a été les Français et les Britanniques qui ont été éliminés du jeu par la Seconde Guerre mondiale, et cette consécration de l'élimination s'est faite au moment de la crise de Suez, où on a bien vu que là, notre ticket n'était plus valable. Ensuite, on a eu la Russie, mais la Russie, vous avez vanté, vous avez raison, le comportement très habile qu'elle a eu pour défendre en fait ses bases en Syrie et pour résister à la tentative tout à fait inconsidérée des Américains de l'expulser du jeu du Moyen-Orient, mais malgré tout, elle-même, elle n'a pas un passé très brillant. Ce qui s'est passé en Afghanistan, ça a été quand même quelque chose de très grave, et ça a pas peu contribué à la dislocation de l'Union soviétique elle-même. Donc, et enfin, les États-Unis, qui sont dans une contradiction absolue, comme vous l'avez montré, puisqu'ils veulent à la fois faire de l'Iran leur adversaire principal, et avec cette chose quand même qui est toujours gênante chez les Américains, c'est le poids de l'orgueil, c'est-à-dire que ils ont considéré qu'ils ont été humiliés par notamment les épisodes de l'ambassade, etc., au moment de la révolution roméniste, et ils n'acceptent pas. On a vu ce que ça avait donné en Extrême-Orient. Ils ont eu la même attitude pendant des décennies. Ils ont refusé d'avoir des relations normales avec le Vietnam. Résultat, ils ont soutenu au-delà de tout ce qui était légitime, tout ce qui était possible, tout ce qui était humainement défendable, le régime de Pol Pot et le génocide Khmer Rouge. Donc là, l'orgueil est mal placé, si je puis dire. Il faut quand même. Alors là, donc ils ont à la fois cette réaction et en même temps, comme il y a les élections, ils veulent se partir. Alors, la conjonction de toutes ces crises, tous ces vieux conflits qui renaissent sans aucune régulation et d'un pouvoir régulateur qui est à la fois en miettes et qui est au sommet d'une montagne d'échecs, effectivement, les bras nous en tombent. Nicole Lisetto ? Oui, juste un mot sur Trump. Moi, je ne suis pas d'accord pour le qualifier de boutiquier. C'est une façon de pas prendre au sérieux la politique américaine sur l'Iran. Les Anglais. Ce que je veux dire, c'est que qu'il faut prendre très au sérieux. L'hostilité à l'Iran, d'une part, elle est bipartisane aux États-Unis. Démocrates et républicains veulent casser l'Iran. Moi, je me souviens, en 2003, au plus fort de la guerre en Irak, nos amis démocrates de l'époque, les Gordon, Dalder et autres, étaient pour l'intervention militaire contre l'Iran. Et donc, il y a une tendance lourde, profonde, bipartisane d'hostilité à l'Iran pour effacer le péché de l'erreur américaine en Irak, premièrement. Deuxièmement, Trump, il est peut-être très boutiqué sur l'ensemble de la planète, mais là, c'est d'une cohérence et d'une lisibilité extraordinaire. Le refus du traité, les sanctions à l'Iran, les sanctions aux Américains, la tentative de monter une coalition internationale. Et là, avec tout le respect que j'ai pour Jean-Yves Le Drian, moi, je ne vois pas de contradiction. Les troupes américaines qui étaient stationnées sur le terrain, elles n'étaient pas là pour surveiller ou dissuader l'Iran. Au contraire, le fait de retirer les troupes américaines du théâtre de guerre laisse le champ libre à des interventions et des attaques aériennes d'Israël sur le territoire à la fois irakien et iranien. Et c'est déjà le cas. Israël a déjà tapé plusieurs fois les forces iraniennes en Syrie. Donc je trouve qu'il y a une très grande cohérence et qu'il faut vraiment s'inquiéter. François Bujon de Letton.
Débattre de ça nous entraînerait trop loin, nous n'en avons pas le temps. Je vais simplement faire une autre remarque, c'est que c'est la disparition complète de la diplomatie des Européens dans cette zone, quand même. Il faut quand même la souligner. Ce que je trouve d'incohérent pour ma part dans la politique américaine, c'est qu'en retirant les troupes de Syrie, on laisse le champ libre naturellement aux Pasdaran et aux Iraniens. C'est absolument évident et c'est une des raisons pour lesquelles M. Macron, à Washington, avait beaucoup plaidé auprès de Trump pour qu'il maintienne les troupes en Syrie. L'ensemble des Européens le souhaitaient dans l'ensemble. Mais les Européens ont disparu de ce terrain. Les Français ont encore des troupes et des forces spéciales, mais elles ne pourront pas rester longtemps sans l'appui, évidemment, des forces américaines. Ce n'est pas possible. Nous n'avons même pas d'ambassade à Damas. Nous n'avons pas de stratégie ni de véritable politique en Syrie. Les Britanniques, complètement préoccupés par le Brexit et ne regardant plus que leur nombril européo-brexiteurs, ont disparu littéralement de tous les autres théâtres diplomatiques mondiaux. C'est quand même à souligner. Ils ne sont plus nulle part au Moyen-Orient. Après avoir joué un rôle important en Irak, ils n'y sont plus du tout. Et finalement, il n'y a plus d'Europe et il n'y a presque plus d'Occident, puisque si les États-Unis se retirent aussi, se retirent de Syrie aujourd'hui, d'Irak sans doute demain, il n'y a plus d'Occident au Moyen-Orient. Et le champ libre est laissé au chaos, aux terroristes et bien entendu aux Russes et derrière eux aux Chinois. Je vous remercie et intéressons-nous maintenant. Intéressons-nous, remercie. Je ne vous remercie pas et je vous propose de nous intéresser maintenant à la situation en France qui a été dominée cette semaine par la question de l'antisémitisme. Mardi matin, la préfecture du Bas-Rhin a annoncé la découverte de 96 tombes profanées dans le cimetière juif de Katzenheim, au nord-ouest de Strasbourg. Un acte qui vient s'ajouter à la longue liste des agissements antisémites, qu'il s'agisse du meurtre de Mireille Knoll, de la dégradation du mémorial d'Ilan Halimi, des croix gammées sur des portraits de Simone Veil, de l'inscription Juden sur la vitrine d'un Bagelstein ou des insultes envers Alain Finkielkraut lors de l'acte 14 des Gilets jaunes. Les actes antisémites recensés en France par le ministère de l'Intérieur avaient diminué en 2016 et 2017. Ils sont de nouveau en hausse en 2018, passant de 311 à 541, soit une hausse de 74%. Une quinzaine de partis politiques ont appelé les Français à se réunir mardi soir dernier partout dans le pays pour dire non à l'antisémitisme. À Paris, ont défilé aux côtés du Premier ministre Édouard Philippe plus de la moitié du gouvernement et deux anciens présidents de la République, François Hollande et Nicolas Sarkozy, auxquels se sont ajoutés des représentants du monde syndical et beaucoup de citoyens anonymes autour du mot d'ordre « ça suffit ». D'abord absente des mouvements organisateurs, la France insoumise a rejoint la liste des participants, contrairement au Rassemblement national qui a organisé son propre hommage aux victimes des actes antisémites. Mercredi soir, lors du dîner du Conseil représentatif des institutions juives de France, Emmanuel Macron a dénoncé une résurgence de l'antisémitisme, je cite, inédite depuis la Seconde Guerre mondiale, après s'être rendu en Alsace dans le cimetière profané la veille. Il a annoncé la mise en œuvre prochaine de la définition de l'antisémitisme, la dissolution de 3 associations d'extrême droite, ainsi que le dépôt en mai d'une proposition de loi contre les propos racistes sur Internet. Loin d'être un phénomène isolé et réduit à la France, l'antisémitisme n'épargne pas le reste de l'Europe. Le 11 février dernier, en Hongrie, des centaines de néo-nazis se sont rassemblés à Budapest. L'Allemagne, qui compte la 3e plus importante communauté juive d'Europe, doit faire face à une montée de l'antisémitisme. Et en Grande-Bretagne, c'est en dénonçant l'antisémitisme de leur leader, Jeremy Corbyn, que 10 députés ont quitté le Parti travailliste. Sur cette question, Lucille Schmitt. Oui, merci Philippe. Je voulais commencer en citant Peggy, citée par le grand rabbin Raïm Korsia, et qui disait cette semaine « Pire que les âmes perverses sont les âmes habituées ». La difficulté par rapport à la question de l'antisémitisme, c'est que on a le sentiment qu'il y a des pics, comme le dit Nona Mayer, et qu'en même temps, on ne trouve pas les moyens d'une réponse adaptée par rapport à cet antisémitisme dont les motivations sont aujourd'hui profondément discutées. La politologue rappelle qu'il y a classiquement maintenant une motivation autour et des pics de montée de l'antisémitisme lorsqu'il y a des affrontements entre les Palestiniens et les Israéliens. Mais aujourd'hui, la question qui est posée, et à travers notamment ce qui s'est passé dans la manifestation des Gilets jaunes et les insultes proférées à l'égard d'Alain Finkielkraut, c'est la question d'un antisémitisme français. Et on se rappelle là-dessus des ouvrages de Ziv Sternel qui ont bercé mes études. L'idée que
les motivations de l'antisémitisme français seraient plus profondes et quelque part, entre guillemets, seraient culturelles, est aujourd'hui dans le débat public. Je crois que c'est un point qui est essentiel. On est dans une situation où on parle à la fois d'un antisémitisme associé à un antisionisme dans les banlieues et d'un antisémitisme français qui, là, serait plus profond, plus enraciné. La discussion a aussi été lancée sur le terme d'antisionisme, avec d'ailleurs de nombreuses tribunes dans la presse, sur la signification de ce qu'est l'antisionisme. Et là-dessus, le président de la République n'a pas facilité la tâche, puisque il a refusé explicitement une proposition de loi qui était portée par des députés de La République En Marche, qui souhaitaient qu'il y ait pénalisation de l'antisionisme, qu'il y ait que dans le code pénal, la question de l'antisionisme soit associée à celle de l'antisémitisme. Il l'a à la fois refusé, j'allais dire, le jour N, et il l'a, d'une certaine manière, remise en scène lors du dîner du CRIF dont vous parliez, puisqu'il a annoncé à cette occasion que la France allait adopter une définition, en fait, de l'antisémitisme qui inclurait l'antisionisme dans certaines limites, mais tout ça finit par ressembler à des discussions réservées à une poignée d'initiés et qui sont en tout cas pas comprises par l'ensemble de la société française. Donc on est dans une situation où on a à la fois un débat sur des définitions juridiques, des termes qui sont peu compréhensible par l'opinion publique, le sentiment de la communauté juive d'être attaquée, qu'il y a des morts aujourd'hui. Vous l'avez rappelé, Philippe, il y a eu la question de l'assassinat, enfin les assassinats d'Ilan Halimi, les assassinats de Sarah Halimi, l'assassinat de Mireille Knoll. Donc on est aussi dans une situation où on dit qu'on tue parce qu'on est juif en France, ce qui, au-delà même de l'augmentation proportionnelle des actes antisémites, est une question beaucoup plus grave. Et par ailleurs, le sentiment d'un débat juridique, judiciaire, politicien. Et je voudrais quand même rappeler que, à l'occasion de cette manifestation, il y a eu beaucoup de voix discordantes qui se sont élevées avant la manifestation et après la manifestation sur l'idée d'une instrumentalisation par Emmanuel Macron et par son gouvernement de la question de l'antisémitisme. Faisons attention à ce que ce soit bien un sujet sur lequel l'ensemble de la société française se sente concernée. Je crois que ce qui est essentiel là-dessus, je rappelle ce qu'a dit Raïm Corsia, qui je trouve a parlé très fortement avec beaucoup de force politique. C'est la République, c'est l'ensemble de la société française qui est concernée, et ce n'est pas seulement un combat judiciaire, un combat politique. Le sujet, c'est comment nous faisons société ensemble, musulmans et juifs. Rappelons que c'est la France qui a la première communauté musulmane d'Europe et la première communauté juive. Nicole Disotto. Oui, moi, ce qui vraiment me frappe, c'est le caractère très récent de cette remontée spectaculaire de l'antisémitisme. Parce qu'effectivement, tous les rapports de la Commission nationale des droits de l'homme, etc., montraient qu'il y avait eu une accalmie, voire une baisse, y compris en 2017. Et puis tout d'un coup, ça explose. Et donc moi, j'ai envie de réfléchir, mais pourquoi maintenant ? Qu'est-ce qui fait que les gens se lâchent, mais vraiment sans aucune honte, sans aucune peur, y compris de la répression ? D'abord, cette nouveauté, elle est vraie elle se vérifie pour les trois sortes d'antisémitisme qui existent dans ce pays. Il y a l'antisémitisme, si je puis dire, séculaire, historique, fondé sur les stéréotypes liés à l'argent. Et Emmanuel Macron est un peu victime de ça quand certains écrivent Macron égale Rothschild égale. Bon, voilà. Donc, mais ça a toujours existé d'une certaine façon, et c'est ce qu'on peut appeler l'antisémitisme populaire. Il y a un deuxième antisémitisme plus politique qui est lié, comme le dit Nona Meyer, aux événements du Moyen-Orient et en particulier à la politique d'Israël, à la colonisation, etc. Et qui est plutôt reprise par maintenant ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme, c'est-à-dire la défense des musulmans contre la politique d'Israël, et des musulmans en général d'ailleurs. Et puis le troisième antisémitisme, qui est un antisémitisme identitaire, fondé sur l'illusion d'une pureté de la nation, qui est plutôt un antisémitisme d'extrême droite, qu'on a vu contre Alain Finkielkraut, l'homme disant « on est chez nous ici, rentre chez toi », etc. Et on a ces trois mouvements qui reviennent en même temps de façon extrêmement spectaculaire, y compris dans toute l'Europe. Vous l'avez bien dit, Philippe et Lucie. Alors pourquoi maintenant ? Moi, on a l'impression que les gens dépassent les bornes parce que justement, on est dans une société où les bornes ont disparu. Il n'y a plus de bornes scientifiques entre la vérité et le mensonge.
n'importe quel mensonge peut être taxé de vérité, le complotisme, cette idée que même le gouvernement aurait fait un attentat à Strasbourg un samedi pour décrédibiliser les gilets jaunes, enfin n'importe quoi. Il n'y a plus de borne morale entre le bien et le mal, l'antisémitisme, le racisme, c'est une opinion. C'est une opinion comme les autres. Il n'y a plus de borne sociale entre la négociation et la violence. La violence des gilets jaunes contre les symboles républicains, contre l'État est quand même tout à fait symptomatique. Donc on a l'impression que tous les cadres qui faisaient la vie en société ont sauté et que on est dans une espèce d'anarchie. Anarchie du savoir, de la morale, de la politique, etc. Et je pense qu'il faut réfléchir là-dessus. Et moi, je vois deux explications. La première, qui est l'individualisme absolu, et qui conduit à un relativisme absolu. L'individualisme absolu, c'est-à-dire que ce n'est plus la société qui fait les valeurs, la norme, la morale, c'est l'individu. Chaque individu est à soi tout seul, sa morale, son droit, sa légitimité, on dit ce qu'on veut, on pense ce qu'on veut. Et deuxièmement, le relativisme absolu, et là je pense que l'éducation nationale est grandement responsable de ça, en particulier sous François Hollande, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tout se vaut, Chopin égale le rap, le macramé égale Van Gogh, on a l'impression d'un égalitarisme par le bas, un égalitarisme culturel par là-bas, contre lequel Alain Finkielkraut s'est beaucoup insurgé à une certaine époque, et je me souviens, moi-même d'ailleurs, j'étais contre, on le taxait de vieux facho, etc. Mais finalement, il n'avait pas tort. Une société où c'est l'individu qui dit sa propre loi, sa propre morale, et que ça vaut pas pour les autres, ça vaut que pour lui, et un autre dira autre chose, c'est une société qui n'a plus du tout le moindre repère. François Bujon de l'Étang. Oui, c'est ce qu'on peut appeler, certains utilisent cette expression, l'effondrement culturel français, qui nécessairement doit être mis en relation avec la montée de l'antisémitisme ces derniers temps, je crois. C'est une partie, hélas, de l'analyse de ce phénomène. Alors, pour y revenir, on peut dire que tout ça est très difficile en réalité, parce que le constat, malheureusement, est assez évident. Il y a une montée de l'antisémitisme en France, elle n'est pas niable, elle s'est traduite par les crimes que Lucile a rappelés, par toutes les désacrations, etc. C'est récent, ça date effectivement des dernières années. C'est en rapport avec le phénomène des gilets jaunes, qu'on le veuille ou non, parce que les gilets jaunes ont d'abord tout mis sur la table et dit qu'il fallait tout dire et proclamer et libérer la parole, comme ils le disent, et que quand on libère la parole, on libère les réseaux sociaux, on libère les discours de haine, et que tout ça vient ensemble, qu'on le veuille ou non. Je ne dis pas que ça a été voulu, mais c'est un phénomène. Et le fait qu'il y ait aujourd'hui un reflux des gilets jaunes, mais que par contre, dans les foules et les casseurs qui restent dans les rues des grandes villes de France, hélas, il y ait des gens d'extrême gauche, des gens d'extrême droite qui, pour des raisons historiques et idéologiques à eux, véhiculent chacun une dose d'antisémitisme. Tout ceci est plus apparent aujourd'hui que ça n'était, je crois, précédemment. Donc le constat, il est là, nous le faisons tous, on le mesure différemment. L'analyse est beaucoup plus difficile. C'est vrai ce que vous avez dit l'une et l'autre, il y a plusieurs antisémitismes en France. Il y a l'antisémitisme traditionnel, celui de l'affaire Dreyfus, si vous voulez, qui subsiste ou qui remonte en tout cas. Il y a l'antisionisme, alors comme on l'appelle, c'est-à-dire l'antisémitisme lié à l'augmentation de la population musulmane et bien entendu à l'assimilation qui est faite de la conduite des Israéliens dans les territoires occupés au colonialisme finalement. Les Israéliens, aux yeux de ces antisionistes, apparaissent comme des néocolonisateurs occidentaux dans un milieu qui est un milieu réfractaire. Donc, tout ceci crée ce qu'on appelle le néo-antisémitisme, et ça se mélange malheureusement dans un remugle qui est totalement insupportable. Et l'islamo-gauchisme, parce que ça existe et qu'effectivement, il est très présent. Alors, tout ceci avec l'effondrement culturel qui se traduit dans les sondages. Quand on vous dit que 15 ou 20%, je ne sais plus, mais des Français entre 15 et 24 ans n'ont jamais entendu parler de l'Holocauste, on ne peut que être stupéfait et horrifié de découvrir des choses pareilles.
c'est plus sensible en France que dans d'autres pays européens parce que, pour les raisons que Lucie l'a dites, nous avons à la fois la plus grande communauté musulmane d'Europe occidentale, mais aussi la plus grande communauté juive et la mieux assimilée, la plus attachée aux valeurs républicaines. Donc, on est d'autant plus en sympathie avec eux, avec leurs souffrances et avec leur angoisse. Alors, que les Français soient solidaires dans leur condamnation de l'antisémitisme, c'est également vrai. Et au fond, la manifestation de mardi dernier l'a démontré avec éclat. Mais on en arrive à la question la plus difficile, qui est que faire ? Et effectivement, je trouve que M. Macron, devant le CRIF l'autre jour, était parfait pour exprimer l'émotion, l'indignation, etc. Mais que quand on arrive à la question « que faire ?», on est beaucoup plus court, malheureusement. Parce que, je reviens à notre débat d'il y a quelques semaines sur les casseurs, sur la loi anti-casseurs, c'est la même chose finalement. Il y a une panoplie législative et pénale déjà existante dont on n'utilise pas véritablement ou pas bien toutes les ressources. Et puis, il y a toujours la tentation, de légiférer et de créer une nouvelle loi qui risque d'être du même coup une législation de circonstance. Alors, un dernier mot sur ce point. Plutôt que de tenter de légiférer de nouveau sur un sujet pour lequel il n'est probablement pas nécessaire de légiférer parce que notre code pénal, bien appliqué, suffirait à le réprimer, il faut se tourner vers les nouveaux sujets qui, eux, peuvent appeler effectivement des innovations législatives. Je pense que l'idée de lutter contre la haine sur les réseaux sociaux est une bonne idée pour légiférer. Elle est difficile à mettre en œuvre, mais essayer de réglementer les réseaux sociaux, de lutter contre l'anonymat dans les réseaux sociaux, de punir immédiatement les incitations à la haine sur les réseaux sociaux, ça c'est un nouveau sujet parce que la technologie est nouvelle, parce que le véhicule est nouveau et parce qu'il n'y a pas véritablement d'armes réglementaires ou législatives aujourd'hui qui permettent de le faire. Donc s'interroger là-dessus, se tourner vers ce nouveau sujet, ça peut être positif. La prohibition de la haine ? Pour quelqu'un qui a longtemps vécu aux États-Unis, je ne suis pas sûr que les effets soient très efficaces. Jean-Louis Bourlange. Oui, la prohibition de l'alcool, c'était déjà difficile, mais la n'a pas vraiment réussi. Oui, c'est bien pour ça que j'ai employé le terme de prohibition. Sont faciles. Surtout que c'est pas la prohibition de l'anonymat. Oui, mais enfin, ça, ils iront ailleurs. Moi, je sais, enfin, en deux mots, j'ai été avec et sous l'autorité de Frédéric Rossif, le co-auteur de Nuremberg à Nuremberg. Je suis allé, parce que Frédéric est mort très très tôt après la diffusion de ce film qui avait eu un succès qui n'a encore pas été égalé sur les documentaires français. Je dis pas ça pour nous vanter, mais pour montrer à quel point il y avait une sensibilité à ces questions-là. Je suis allé dans énormément de lycées en choisissant exprès les endroits où je pensais que peu de gens allaient, c'est-à-dire plutôt aller à Sedan qu'à Versailles. Et ce qui m'a frappé, c'est pas l'ignorance. Grosso modo, il y avait une connaissance générale qui était affinée par la vision du film. C'était les concurrences mémorielles, c'est-à-dire ce dont j'ai discuté avec les élèves de ces lycées, c'est souvent dans des lycées professionnels aussi, c'était oui, bon d'accord, les Allemands n'ont pas été très gentils avec les Juifs, et puis les Français enfin il y a des choses etc. Oui, mais nous Algériens, nous Marocains, nous Tunisiens, nous Noirs d'Afrique subsaharienne, est-ce qu'on a été gentils avec nous ? Non, pas du tout. Donc pourquoi eux plutôt que nous ? C'était ça la difficulté. J'ai pas trouvé bien sûr, il y en a nécessairement, et j'ai aussi vu ces manifestations qui agglomère le fait d'être juif au fait d'être partisan, non pas seulement de l'existence d'un État d'Israël, mais du comportement du gouvernement d'Israël quand il est annexionniste, et comme Dieu sait qu'il l'est depuis longtemps. Je crois que le travail sur le long terme, le travail dans les écoles, le travail, etc., est autrement plus difficile, mais autrement plus nécessaire que les lois de prohibition. Pardon, Jean-Louis. Non, pas du tout. Ça me paraît poser le problème, effectivement, dans toute l'impossibilité de le résoudre. C'est vraiment terrifiant. Je crois qu'il y a une première question qui se pose à nous, qui est un peu posée par vous, d'ailleurs, quand vous avez évoqué les choses. Est-ce que l'antisémitisme d'aujourd'hui est de même nature que l'antisémitisme classique du début du XXe siècle en France et en Europe ? Et
question annexe, est-ce que nous avions, comme le suggère M. Sternel, est-ce que nous avions la palme d'or de l'antisémitisme européen à cette époque? Est-ce que nous sommes vraiment la nation qui est le creuset d'un antisémitisme et, d'après Sternel, d'un fascisme européen dont nous serions les véritables propagandistes? Sur la seconde question, je crois vraiment que tous les historiens sérieux disent que Sternel pousse vraiment le bouchon trop loin. Il procède à des amalgames qui sont absolument injustifiés. Les principaux historiens de Sciences Po, Jeannet, Raymond, etc., avaient instruit contre le dossier de Sternel un procès qui, à mon avis, était profondément justifié. Il y a un antisémitisme dans la France ancienne, indiscutablement, mais nous n'avons pas une responsabilité particulière plus que d'autres. En fait, notre antisémitisme, à l'origine, de quoi est-il fait? Il est d'abord social. De gauche, donc. C'est celui de Proudhon. Au XIXe siècle, il est associé à la plutocratie, et la plutocratie elle-même, on comprend bien pourquoi, puisque les Juifs ne sont pas autorisés à cultiver, il faut donc qu'ils se mettent dans des métiers de commerce, voire d'argent. Donc il y a effectivement une identification qui favorise une espèce d'émissarisation sur ce plan-là. Ça dure très longtemps. Quand on voit un homme comme Alain, qui est très honnête sur ce plan-là, quand il parle de son propre antisémitisme, qu'il combat, contre lequel il lutte, mais on voit que chez lui, c'est quelque chose d'instinctif. Il y voit une espèce de passion mauvaise, ce qui, pour des gens d'après la guerre, est incompréhensible. On n'a pas la tentation d'être antisémite. Deuxièmement, il y a l'antisémitisme religieux. Il est quand même fondamental, il caractérise toute l'Europe chrétienne, et il est symbolisé par cette phrase absolument paradoxale de Bernanos, « Hitler a déshonoré l'antisémitisme », ce qui semblerait impliquer qu'il y ait un antisémitisme honorable, ce qui là aussi nous paraît totalement incompréhensible. Il y a un troisième antisémitisme à laquelle, malgré Gobineau, nous jouons un rôle, pour lequel nous jouons un rôle quand même très secondaire, qui est l'antisémitisme scientiste, qui est une des grandes caractéristiques du XIXe siècle, qui a notamment frappé l'Europe du Nord, notamment la Suède, et ça a développé les thèses eugénistes de Suède, et on peut dire que l'antisémitisme nazi a été une sorte de précipité chimique de ces trois antisémitismes. L'antisémitisme social, parce que le parti nazi était un parti ouvrier, l'antisémitisme religieux, parce que toute l'Allemagne du Sud était quand même sensible, et l'Autriche était sensible à ces thèmes, et l'antisémitisme pseudo-scientifique, qui est quand même à la base d'une extrême droite païenne. Et ajoutons à cela la particularité allemande du protestantisme allemand, qui est un protestantisme d'expiation par rapport au pouvoir politique depuis Thomas Müntzer, depuis la critique de pourquoi les princes sont mauvais, à cause du péché originel, et ils sont là pour nous permettre de réaliser notre expiation. Donc ça a donné quelque chose de très particulier. Je ne crois pas que nous ayons été en France à l'avant-poste de cela, et je rappelle quelque chose qui n'est pas dit souvent, suffisamment, c'est que nous avons gagné. Les adversaires de l'antisémitisme ont gagné au moment de l'affaire Dreyfus. Le Picard, le grand militaire qui est nommé ministre de la guerre par Clémenceau. Nous avons vaincu de ce point de vue-là dans ce grand combat républicain. Les Péguy, les Clémenceau, les Zola ont gagné. Bon, alors maintenant, je veux simplement dire, non, mais, ce qui me paraît, alors aujourd'hui, l'antisémitisme est juste une remarque, qui est celle que je voulais faire. Le reste c'était une introduction. Mais je vais être très vite. Passons au Kouglof. Je vais être très rapide sur le plan de résistance. Est-ce qu'on a simplement un antisémitisme d'origine islamiste, immigré, banlieusard, particulier? Je ne le crois pas. Je crois que l'antisémitisme réactive
tout un ensemble. Dans la bourgeoisie, c'est évident. On voit beaucoup plus de gens qui disent « les Juifs, ils commencent à nous casser les pieds, etc. » On ne disait pas ça il y a 20 ans, on le dit. Et il me semble, et c'est ça que je veux dire, c'est qu'à travers la mondialisation en elle-même réactive la thèse de Poliakov sur la causalité diabolique. Comme on ne comprend rien à ce qui nous arrive, comme on ne voit pas où sont les responsables de la paupérisation, de la non-paupérisation, du chômage, etc., on attribue nécessairement, si je puis dire, aux Juifs, parce que les Juifs sont riches et que c'est le pouvoir de l'argent qui caractérise la mondialisation, parce que les Juifs sont transnationaux à cause de la diaspora, donc accordés à la mondialisation, ils participent globalement de cette causalité diabolique, et c'est là où il y a un lien assez terrifiant entre l'antisémitisme traditionnel qu'on croyait éradiqué et qui l'était largement, et quelque chose de plus diffus dont l'extrémisme est effectivement l'anti-islamisme, l'anti-sémitisme de l'ultra-islamisme. Je vous remercie. Nous sommes maintenant entrés dans la zone de notre dernière séquence, la séquence des brèves. Je vais très brièvement l'inaugurer en recommandant le livre de Roselyne Bachelot, Corentine, qui est le portrait d'une femme sortie de la Bretagne la plus misérable, et le portrait qu'elle dresse et tout l'intérêt du livre de Roselyne Bachelot, c'est la précision des différentes situations, des différents décors, des différents personnages. Et cette Corentine sort de la Bretagne la plus arriérée pour vivre à Paris la vie de domestique la plus esclavagisée, pour avoir la chance de rencontrer quelqu'un qui la sortira de sa condition, mais qui périra à la guerre de 14. Et elle-même devient ouvrière pendant la guerre de 14, et c'est aussi une description de la condition des ouvrières, puisque c'est le moment où les hommes étant au front, ce sont les femmes qui font marcher les usines. Bref, il y a là quelque chose qui donne un portrait d'une femme absolument remarquable et très admirable. Jean-Louis Bourlange. Oui, moi je voudrais recommander le livre de James McCartney, qui est professeur d'anglais à Sciences Po, sur David Lloyd George. Alors, je crois que Lloyd George est un grand inconnu pour les Français de l'historiographie britannique. C'est quand même le Premier ministre qui a conduit le Royaume-Uni à la victoire en 1918. Alors c'est un personnage très intéressant parce que d'abord c'est un Gallois des classes moyennes. Haig, qui dirigeait l'armée britannique et qui était apparenté à la famille royale, ne comprenait absolument pas qu'on puisse avoir quelqu'un comme ça, de si basse extraction, au 10 Downing Street. Mais il a mené le combat des Britanniques à la victoire. Il a, en 1910, le grand budget du peuple, qui est le budget réformiste social dans le gouvernement auquel Churchill était associé. Il a joué donc un rôle essentiel dans le développement de l'État-providence. Par ailleurs, c'est une personnalité pas très attachante, plus ou moins corrompue. Il avait vraiment les vices des classes inférieures, comme dirait Oscar Wilde. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui nous complète. Et McCartney, je voudrais le dire, est quelqu'un qui a publié récemment 3 biographies. Celle d'Israeli, celle de Gladstone et celle de Lloyd George. Eh bien, c'était les 3 inconnus, si je puis dire, qui manquaient à côté des biographies de Churchill que nous avons. Il faut lire ces 3 biographies, plus celle de Churchill, et nous comprendrons un petit peu mieux ce qu'est le Royaume-Uni. Le journalisme est un métier qui consiste à recommander une biographie de Lloyd George à des gens qui ne savent pas que Lloyd George est né. Lucille Schmitt. Alors moi, après donc la recommandation de biographie de leaders inconnus, moi je voulais revenir sur les travaux de Nona Mayer, parce que je trouve que dans les entretiens qui ont été donnés sur ces sujets d'antisémitisme, c'était une des plus remarquables. Et recommander 2 de ces livres parus il y a déjà un certain temps, en 2015, qui d'ailleurs ne portent pas spécifiquement sur l'antisémitisme, mais qui peuvent aider à comprendre comment il se nourrit. Livre collectif, Les faux semblants du Front National, paru aux presses de Sciences Po en 2015, très intéressant sur le fait d'analyser le Front National objectivement. Et 2e livre, peut-être encore plus important en ces temps de gilets jaunes,
Les Inaudibles, un livre écrit avec Céline Braconnier sur la question des précaires, avec l'idée, et qui a été fait pendant la présidentielle de 2012, avec l'idée que ces inaudibles, quand on leur donne la parole, ils parlent d'une manière assez forte sur le plan politique. Ils ne sont pas désaffiliés politiquement, simplement ils sont hors d'un système. Et je pense que les Gilets jaunes, quelque part, c'est les inaudibles qui veulent se faire entendre. François Bujon de l'Étang. Un mot de musique, si vous permettez, puisqu'elle adoucit, paraît-il, les mœurs. Vous permettrez aux vieux fans inconditionnels d'Hector Berlioz que je suis de se réjouir très vivement du fait que les Victoires de la musique 2019 ont couronné un enregistrement magnifique d'une version de concert des Troyens qui a été donnée par l'Orchestre national de Strasbourg et les chœurs de l'Opéra du Rhin sous la direction de John Nelson, avec de splendides interprètes comme Joyce DiDonato ou Michael Spires. C'est une première raison pour laquelle je me réjouis, c'est que ça couronne une magnifique œuvre de ce magnifique chef-d'œuvre. Mais la seconde, c'est que ça nous venge de la désolante production des Troyens que l'Opéra Bastille offre à ses habitués pour l'instant, qui est absolument consternante. D'abord sur le plan musical, parce que Philippe Jordan, qui est d'habitude mieux inspiré, a effectué des coupes sombres et difficilement pardonnables dans la partition et que sa direction est plate. Ensuite, parce que la mise en scène d'un prétendu metteur en scène transgressiste, qui est cette fois-ci Dimitri Tcherniakov, aboutit à des choses absolument consternantes ou qu'on dirait niaiseuses au Québec, notamment le fait que l'un des plus beaux duos de l'opéra français, le fameux Aux nuits d'ivresse et d'extase infinie, est donné par Didon et Aîné devant des tables de formica d'une consternante cafétéria de foire dans un tropique de bazar. Tout ceci, donc, appelé vengeance, et les Victoires de la musique s'en sont chargées. Nicole Niesotto. Alors moi, je vais faire une brève très osée, parce que je vais parler du dernier roman de Michel Houellebecq, Sérotonine. C'est très osé. Très osé, parce que finalement, je l'ai acheté, je l'ai lu. Je l'ai adoré. Et pas du tout. Je vais faire une critique ambivalente. Je crois que le roman est très ennuyeux dans toute sa partie, parce que c'est vrai que l'histoire d'un homme qui veut disparaître alors qu'il est relativement riche, relativement jeune, relativement intelligent et qui n'a pas de problème particulier dans la vie, c'est quand même profondément ennuyeux. Et la métaphore de l'impuissance physique de cet homme par rapport à l'impuissance de l'Occident en général est quand même assez banale. Donc tout ça est vraiment fatigant. Mais il y a les 80 dernières pages qui sont sur, non pas le désespoir, mais la désespérance, c'est-à-dire la lente plongée dans le désespoir et dans la nuit. 80 dernières pages qui sont sublimissimes. Et donc, rien que pour ça, lisez les 80 dernières pages. Eh bien, On va commencer par la fin. On va l'acheter. On va le prendre à la bibliothèque. C'est sur cette incitation à la désespérance que nous avons le plaisir de vous remercier de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur notre site pour la prochaine émission en public qui aura lieu le 10 mars à l'École alsacienne. Je rappelle aussi que vous pouvez évidemment nous soutenir en vous abonnant et que c'est avec Charlotte Montier que cette émission a été préparée, que Nicolas Tourneau assure la vitalité de notre site, Benoît Carré assure la retranscription de nos conversations et c'est à l'arrière-boutique avec Adrien Beccaria que nous sommes enregistrés, tandis que c'est Nouvelles Écoutes et Julien Neuville qui nous produisent. Est-ce que vous croyez, Philippe, que c'est en offrant des contributions aussi désolantes que les gens vont continuer à souscrire? Il est possible, je ne sais pas. Engagez-vous, vous aurez du désespoir. À la semaine prochaine.